la Terre est née théoriquement d'après ce qu'on dit, ce qu'on s'accorde à dire aujourd'hui. Serait née il y a 4,6 milliards d'années, en même temps qu'un certain nombre de planètes qui se formaient autour du Soleil. Et les conditions de l'époque, évidemment, étaient assez terribles. Il y avait surtout, dans la portion de l'univers où gravitait la Terre, énormément de météorites. Et la Terre était constamment impactée par des météorites qui étaient plus ou moins grands, plus ou moins petits, de toutes formes possibles et de toute constitution chimique possible. On pense que la Terre a reçu énormément de météorites de glace, par exemple, ce qui aurait donné lieu à la plupart de nos océans, à une bonne partie de nos océans sur la Terre. Donc, premièrement, il fait 4700 degrés C sur la Terre et la Terre est absolument, évidemment, invivable. Du fait de l'impact des météorites, elle se surchauffe et la Terre aussi tourne très vite. Le jour fait 4 heures, oui, c'est ça. Et voilà, donc la position de la Terre aussi change. Et pendant toute cette période, entre 4,6 milliards d'années et 4 milliards d'années, c'est vraiment une histoire très violente de la Terre. Et la chose la plus violente qui est arrivée, c'est un énorme autre météorite qui est arrivé sur la Terre et qui était englobé par la Terre. C'est comme elle devait faire, je ne sais pas, au moins le quart du diamètre de la Terre. Donc c'était un impact absolument énorme. Et cet impact a envoyé un nuage de poussière énorme dans l'atmosphère, et puis dans le cosmos. Et ce nuage de poussière s'est tout de suite accrétionné, s'est réuni en une petite planète qui est la Lune. Et la Lune, au début, était très proche de la Terre, du coup, elle occasionnait des marées qui étaient énormes. Puis petit à petit, elle s'est éloignée. On peut dire qu'à moins 4 milliards d'années, il faisait moins de 100 degrés, donc l'eau s'est condensée et la Terre était entourée d'eau, complètement. C'était un grand océan. Et elle avait la Lune qui était à peu près à une distance fixée, la même que maintenant. Hein. Voilà. Donc là, ce passage-là, c'est la fin des grandes pluies de météorites. On pense qu'il y en a eu d'autres après qui ont été l'occasion des grandes extinctions, mais l'essentiel des météorites qui sont tombés sur Terre, c'est pendant cette période-là. Voilà. Après, tout de suite sur Terre, il se passe des choses incroyables. C'est-à-dire que très rapidement, à moins 3,8 milliards d'années, on a la naissance de la vie dans l'eau. Alors, au fond de l'eau, parce que pas possible au niveau de l'atmosphère, parce que l'atmosphère terrestre est totalement irrespirable, et elle est encore traversée de rayons cosmiques, d'ultraviolets, de tas de trucs qui empêchent que les gens vivent. Hein. Enfin, les gens, tout être vivant ne peut pas tenir dans ces conditions-là. Voilà. Et donc, pendant tout ce temps-là, entre moins 3,8 milliards d'années et 2 milliards d'années, grosso modo, on a une sorte de bouillon de culture, on pourrait dire aujourd'hui, mais c'est-à-dire des animaux unicellulaires ou alors unicellulaires mais regroupés en colonies. Voilà, qui sont très divers, qui meurent, qui disparaissent, qui renaissent, toute une vie des essais, on va dire, de vie qui se sont faits là.
et qui ont constitué les balbutiements de la vie terrestre. Une chose absolument étonnante, donc les premiers, voilà, ça c'est une représentation d'un des fossiles des êtres unicellulaires qu'on a récupérés dans des anciens morceaux de croûte terrestre qu'on a retrouvés en Australie et en Afrique du Sud. Et ici, vous avez quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est des colonies d'algues, des toutes petites algues microscopiques, hein, des algues bleues unicellulaires qui avaient la propriété de faire la photosynthèse comme tous les végétaux que vous avez autour de nous, c'est-à-dire de capter l'énergie du soleil pour fabriquer des sucres, voilà, et rejeter de l'oxygène. Donc capter de l'eau, rejeter de l'oxygène et fabriquer des sucres en utilisant l'énergie solaire. Oui. C'est pas celles-là qui sont en symbiose avec les coraux? Alors, dans le système corallien, il y a beaucoup d'algues unicellulaires aussi qui sont... Oui, oui, voilà, c'est ça. Alors, il y en a beaucoup de sortes. Il y en a aussi dans le plancton qui flottent dans les océans. Voilà, les cyanophycées, ça existe toujours, hein, sans doute assez voisines de ce qu'on a aujourd'hui. Les stromatolites qui existaient donc à partir de moins 3,6 milliards d'années, quelque chose comme ça, on en retrouve en Australie. Hein, donc c'est pour vous dire, alors peut-être que ça a un peu évolué depuis, mais ça existe toujours. Alors ces trucs-là, ces algues, elles font la photosynthèse aussi, et elles précipitent du carbonate de calcium qui forme petit à petit une tour comme ça. Et les algues vivantes, elles sont sur le dessus là, et alors elles fabriquent du carbonate, donc elles piègent du carbone, et aussi elles envoient de l'oxygène. Et donc ces cyanophycées spécifiques là, et d'autres, ont renvoyé de l'oxygène en quantité dans les océans, là où il n'y en avait pas avant, ou très très peu. Et les premières prémices de la vie étaient anaérobies, hein, donc se servaient, renvoyer de l'ammoniac, renvoyer des choses comme ça, hein, comme quand vous faites pourrir quelque chose sous un couvercle et qu'il n'y a plus d'oxygène. Hein. Donc la vie au départ était anaérobie et vivait de fermentation, de choses comme ça. Et à partir de là, petit à petit, de là à là, petit à petit, la vie va se transformer complètement. La plupart des êtres anaérobies vont disparaître et au profit des êtres aérobies qui vont respirer avec l'oxygène, en quelque sorte, qui vont se servir de l'oxygène. Voilà. Donc, du coup, ces algues et les végétaux, d'une manière générale, on le sait, avec la photosynthèse, nous donnent l'oxygène qu'on respire. Alors, ce qui s'est passé à cette période-là, c'est que l'oxygène est passé dans les océans, et quand les océans étaient saturés en oxygène, l'oxygène est passé dans l'atmosphère, et l'atmosphère s'est chargée en oxygène, et petit à petit, pendant cette période, s'est formée la couche d'ozone. L'ozone, c'est de l'oxygène, mais au lieu d'avoir 2 atomes d'oxygène, on en a 3. Et cette couche d'ozone a la particularité de nous protéger des ultraviolets. Et du coup, pendant toute cette période-là, grâce à ces algues-là, qui existent toujours, qui font toujours de l'oxygène pour nous, et pour tous les êtres vivants qui respirent avec l'oxygène, eh bien, pendant toute cette période-là, on a eu une oxygénation progressive des océans et de l'air, et du coup, vivre à la surface de l'eau, c'est devenu possible. Hein, voilà. Donc ça, c'est
c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, on dit que ce sont les forêts nos poumons. C'est un peu vrai, mais pas totalement. C'est même un peu faux. C'est surtout le plancton qui contient des algues microscopiques qui fabriquent l'oxygène que nous respirons. Donc on est vraiment... parce que le plancton en produit des quantités absolument énormes. Ce qui est intéressant dans les forêts, par contre, c'est qu'elles stockent le carbone. Dans le bois, il y a énormément de carbone. Voilà, donc dans le bois et dans les sols, il y a énormément de carbone. Et à chaque fois qu'on laboure un sol, à chaque fois qu'on détruit une forêt, on renvoie des réserves de carbone qui ont été stockées depuis plusieurs siècles, voire plus. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Les grands équilibres de la Terre, carbone et oxygène, ça s'est construit pendant toute cette période-là. Et nous avons toute le déploiement de la vie, de nous et de tous les êtres vivants qui sont autour de nous, sont dépendants de cette phase-là, qui a été donc extrêmement longue. Alors, un truc absolument phénoménal dans la vie, ça a été à moins de 2 milliards d'années, la capacité des êtres primitifs qui étaient jusqu'ici, ici, ce qu'on appelait des protocaryotes, qui sont devenus, ils ont inventé un truc et ils sont devenus les eucaryotes. Alors ce truc, c'est le fait que les gènes dans les cellules sont protégés par une membrane. On les isole. Donc ils sont pas, on ne peut pas les abîmer. Ils sont préservés dans un noyau. Et quand on a besoin des gènes, on va chercher le gène qu'il faut dans le noyau et on va le recopier. Et puis on sort du noyau, on ferme bien la porte et puis on travaille avec le code qu'on est allé chercher. Et ça a permis l'explosion de la vie. Et cette possibilité de protéger les gènes. Et donc les eucaryotes, ça peut être des bêtes unicellulaires toutes petites, voilà, et insignifiantes, mais à partir du moment où elles ont eu un noyau qui protège les gènes, et ben voilà, elles ont eu la possibilité de transmettre les codes qui donnaient des capacités à inventer une vie plus complexe, plus efficace. Ces codes-là ont pu être transmis dans de meilleures conditions. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et à partir de là, la vie s'est déployée dans tous les sens, mais dans tous les sens, vraiment. Et une chose très importante, à moins 0,8 milliards d'années, c'est toute une famille d'algues qu'on appelle les algues vertes, qui sont les laitues de mer, par exemple, qui ont pris des formes très 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 différentes. Elles pouvaient être immenses comme toutes petites. Elles pouvaient déployer des pieds pour s'accrocher dans les fonds. Elles pouvaient déployer des flotteurs pour mieux être debout dans l'eau, etc. Et du coup, toute cette famille de plantes, d'algues vertes, ont donné naissance aux plantes terrestres qui sont venues après sur Terre. Voilà. Et donc, on continue à moins 0,5 milliards d'années. Le premier vertébré, l'ancêtre du poisson, qu'on appelle le Metaspridgina. Voilà, je voulais recopier là parce que je trouve qu'il a une tête marrante. Et c'est le premier vertébré. Et vous savez que les vertébrés, ça va donner tous les mammifères. Voilà, donc ça commence à devenir des animaux complexes qui vont s'articuler autour
d'une colonne vertébrale et puis qui vont très rapidement avoir une extrémité. Et cette extrémité, c'est là où on va retrouver les organes sensoriels et le cerveau qui va se développer par la suite de manière importante. Voilà. Donc tout ça, c'était dans l'eau, parce qu'en fait, la vie sur les continents, ça n'apparaît que là. Hein. En fait, il y a eu des premiers continents à partir de là. Ces continents, ils n'étaient pas très gros au début. Ils se sont baladés, toujours la tectonique des plaques. Hein. Ils se sont réunis parfois, ils se sont redisloqués, voilà. Et puis petit à petit, les continents sont devenus plus importants. Hein. Voilà. Et à partir de là, la vie est sortie de l'eau pour explorer les terres. Alors, c'est quand même un peu gonflé de sortir de l'eau parce que dès qu'on sort de l'eau, on a beaucoup plus froid, on a beaucoup plus chaud, on subit le vent, etc. Et du coup, et puis en plus, les poissons qui respiraient avec des branchies, c'est-à-dire par l'eau, ils avaient des échanges d'oxygène par l'eau, et ils ont dû apprendre petit à petit à respirer avec des poumons. Hein, donc c'est un autre système. Pendant longtemps, ils ont eu les deux. Voilà. Et donc, premières fougères, qui sont venus sur Terre. Et surtout, ça c'est très très important, sur Terre, il y a eu les premiers sols. Et souvent, vous savez, on dit il ne peut pas y avoir de végétaux sans sol. Mais en fait, on peut dire aussi qu'il ne peut pas y avoir de sol sans végétaux. C'est-à-dire qu'un sol, dans la définition, alors ce n'est pas le sol, le plancher, mais le sol, c'est un milieu où il y a à la fois du minéral et de l'organique, de la vie et de la matière organique morte et de la matière minérale. Il y a plus de biomasse, c'est-à-dire de masse d'êtres vivants sous terre que sur terre. Beaucoup plus. On néglige la vie des sols, mais en fait, il y a beaucoup plus de choses. Alors, ce n'est pas à notre échelle, ce n'est pas accessible par nos yeux, c'est très difficile à voir en dehors des cloportes, des taupes et de quelques vers de terre. On ne sait pas voir la vie des sols. Mais la majorité de la vie sur Terre, sur nos continents, c'est dans le sol. Ça, c'est une chose très très importante. Et c'est une chose qui a été occultée pendant longtemps parce que ça n'intéressait pas beaucoup les scientifiques ou certains scientifiques pendant longtemps. Pourtant, dans ce lieu-là, il y a tous les représentants de tout ce qu'a inventé la vie. Depuis les microbes, les plus petits microbes, tous les petits arthropodes, toutes les mille pattes, tous ces trucs-là, tout existe dans le sol. Tous les insectes, tous les araignées, tout existe. Et donc, il y a une diversité dans le sol qui est absolument phénoménale. Et il y a des associations et des coopérations entre les êtres vivants qui se font là, qui sont absolument exceptionnelles. Et toute la flore bactérienne, la flore des champignons, la flore des cloportes, tout le monde a son rôle dans le sol. Et une des choses les plus fortes dans le sol, c'est le fait qu'ils sont capables, quand toutes les feuilles mortes tombent, qu'un oiseau tombe sur le sol, toute cette matière-là est digérée et elle est restituée, assimilable pour les plantes. Donc les plantes, elles n'ont pas de bouche, elles n'ont pas de mâchoire, elles n'ont pas d'intestin. Elles ne peuvent pas digérer des aliments. Il leur faut tout de suite absorber des petits minéraux, des
des, c'est ça, des sels minéraux, des vitamines, etc., qu'elles vont puiser dans le sol. Hein. C'est comme si le sol était finalement, il y a un microbiote dans le sol aussi, comme dans nos intestins, et finalement, le sol pourrait être les intestins des plantes, hein, en quelque sorte. Hein. Et du coup, vous voyez, dans une forêt, il n'y a pas de labour, il n'y a pas d'apport d'engrais, il n'y a rien dans une forêt naturelle. Et pourtant, c'est le lieu qui produit le plus de biomasse sur Terre. Quand vous comptez toutes les feuilles qui sont produites chaque année et qui retombent sur le sol, c'est une biomasse qui est phénoménale. Et cette biomasse, elle va être prise en charge par le sol, elle va tomber au sol et elle va être restituée aux plantes. Alors il y a un truc aussi qui est assez extraordinaire dont on s'est aperçu, c'est que au bout des racines des arbres ou du grain de blé, il y a des petites radicelles et ces petites radicelles, elles exsudent comme une sorte de sueur, quoi. Et ce liquide est un liquide qui est comme un agent favorable au développement des bactéries. Et du coup, dans ce liquide, elles envoient dans le sol un liquide. Les bactéries se développent à toute vitesse dans cette partie du sol. Et du coup, elles digèrent ce qui reste à digérer de la manière organique pour fournir les aliments que tout de suite l'arbre va pomper. Donc vous voyez, c'est assez étonnant hein, cette histoire. Et du coup, en fait, les plantes et les sols, on peut les aider, mais en fait, ils peuvent très bien se débrouiller sans nous. Voilà. Hein, ici, si vous laissez tout comme venir tout seul, vous avez une forêt énorme qui se constitue très très rapidement et qui va profiter du fait qu'il y a des sols profonds ici, etc. Alors au début, ça va être un peu long parce qu'en général, les cultures qui sont là ont mis labour sur labour, produits chimiques et compagnie, ont mis la vie des sols à mal. Et du coup, il faut un certain temps pour que la vie revienne. Alors, il faut être optimiste aussi, dans le sens que si on laisse la nature faire, on est très très étonné de voir comment dans un sol la vitalité peut reprendre. Ça, c'est vrai. Par contre, des fois, ça vient de loin. Donc, peut-être que les forêts qui préexistaient avant et les sols qui préexistaient avant, enfin même c'est sûr, ça ne va plus jamais exister. Et il pourrait se reconstituer d'autres équilibres, parce qu'il y a toujours quand même des sols profonds, une matière très très profonde qui existe, quoi. Une matière fine, explorable par les plantes, quoi. Voilà, alors ici, on a quelque chose d'assez amusant, c'est le fait qu'on a une sorte de barque là dans lequel s'est mis des poussières. Et puis autour de ces poussières, des petits cailloux. Et puis sur ces cailloux, des mousses. Les mousses, c'est les premiers végétaux à venir sur Terre. Hein. C'est les premiers algues. Alors les mousses, c'est des végétaux qui ne sont pas très performants d'un point de vue de la reproduction. Et du coup, ils sont restés à l'état de mousse, c'est-à-dire à l'état de végétaux assez primitifs, somme toute. Et aussi, ils fonctionnent comme des éponges, donc ils se dessèchent quand il n'y a plus d'eau, et puis s'il pleut, ils se regonflent, et c'est reparti, ils reverdissent, etc. Voilà. Et alors, quand il y a des mousses, il y a plein de poussières qui s'accumulent autour, il y a les mousses qui sont mortes, qui restent sur place, puis du coup, il y a
des poussières, d'autres poussières qui peuvent rester, puis des feuilles d'arbres venues d'ailleurs qui vont venir et tout ça. Et il va se former une litière, un sol primitif. Et il y a des plantes qui vont se développer dessus. Et puis petit à petit, ça va s'épaissir et voilà. Et du coup, là, vous avez l'exemple. Bon, c'est en train de mourir et de sécher ce qui s'était développé là. Mais vous avez l'exemple de comment la nature peut agréger ce qu'il lui faut pour constituer un sol. Mais le sol n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu la mousse. Vous voyez ce que je veux dire? Et s'il n'y avait pas eu la mousse, il n'y aurait pas eu les autres plantes qui sont venues après. Et s'il n'y avait pas eu les autres plantes après, il n'y aurait pas eu toutes ces feuilles qui se sont accumulées là. Enfin voilà. Vous voyez, donc la nature, c'est jamais quelque chose tout seul, qu'on isole et qu'on observe, c'est tout à la fois. Et l'intérêt de l'écologie, bien qu'on la maltraite dans beaucoup de cas, c'est de vraiment considérer le tout. Et de ne pas considérer l'eau, et puis demain on verra les déchets, et puis demain on verra l'air, la qualité de l'air, et puis demain on verra les plantes, et puis après-demain on verra les sols et tout ça, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut regarder à un endroit donné, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, quels sont les processus en cours, qui est là, qui n'est pas là, et voir comment ça fonctionne, et après on peut faire de l'écologie. Ouais. Voilà. Et du coup, tout ce que je vous dis là, c'est un peu une introduction à la réflexion quand on arrive quelque part. Qu'est-ce qui est intéressant de regarder quelles sont les plantes qui sont là, comment elles évoluent, pourquoi on a des bryozoaires ici dans l'eau aujourd'hui. C'est parce que ça s'est réchauffé, peut-être à cause du barrage, mais aussi du réchauffement. Pourquoi on a des silures dans l'eau, enfin voilà. Et toutes ces choses-là se considèrent jamais isolément, comme je disais. Vous voyez, quand vous faites de la géologie, vous êtes obligé de faire du climat, du paléoclimat, comprendre les climats d'autrefois. Vous êtes obligé de faire de la paléontologie, les êtres vivants d'autrefois. Vous faites de la chimie, bien sûr, de la physique, pour comprendre les dynamiques. Voilà. Donc, toutes les matières de l'écologie sont très transversales. Et le pire, c'est un peu le monde d'aujourd'hui qui cloisonne les thématiques. Moi, quand je raconte que je connais quelque chose en géologie, j'ai rien à voir avec un géologue qui en sait beaucoup plus que moi. Mais les gens me disent, mais alors comment tu peux être géologue, botaniste, paysagiste, voilà, et pédologue aussi, puisque j'ai fait beaucoup de pédologie, c'est la science des sols. Eh bien oui, parce que j'ai eu besoin de tout ça. Voilà, puis je suis urbaniste aussi aujourd'hui. Donc, parce que quand on veut aborder le monde dans sa globalité, on est obligé de l'aborder par plein d'angles différents, quoi, pour essayer d'être le plus en synergie, on va dire, avec le monde, quoi. Voilà. Et donc ici, pour terminer, si vous regardez comment ça se passe dans cette vallée du Lot, qui est magnifique, il y a des choses très belles qui nous parlent du lieu et de l'histoire du lieu avec les hommes. On a parlé ce matin des moulins, on a parlé des chaussées. Aujourd'hui, on a des barrages. C'est beaucoup plus violent que les chaussées qu'on faisait autrefois. Il y a tous les chemins qui existent. Il y a énormément de voies dans la vallée du Lot qui étaient d'anciennes routes romaines, qui étaient d'anciens passages au néolithique aussi. Hein. Voilà, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui qui constituent les traces aujourd'hui de toute une évolution des hommes sur ce lieu-là. Hein. Et ça, c'est très très important. Donc le fleuve, il a été retenu par le barrage, mais en principe, il devrait continuer d'évoluer. Il n'a pas toujours été là. Et normalement, il devrait pouvoir bouger. Peut-être qu'un jour, il bougera. Voilà.
Et l'utilisation du sol, comme on dit dans le jargon agricole, existe depuis très très longtemps dans la vallée. Mais il y a une chose que vous pouvez observer si vous allez sur Géoportail, vous regardez la photo aérienne de 1950 et la photo aérienne de maintenant. Et vous vous apercevez que les parcelles, les limites des parcelles sont effacées en grande partie. Beaucoup de chemins sont effacés, beaucoup de fossés sont effacés. Alors, je ne parle pas des haies parce qu'en 1960, il n'y en avait pas ici. Hein. Il y en avait très, très, très peu. Sur les pentes fortes, ici, il y avait quelques bois, quelques haies peut-être, mais dans la plaine, il n'y avait pas de haies. Par contre, il y avait des fossés avec des herbes, des fleurs, des fougères, de la pulicaire, de la salicaire, voilà, des joncs. Et puis, il y avait des chemins en herbe sur lesquels se développaient beaucoup de plantes. Et puis, il y avait des arbres fruitiers des fois, mais aussi des arbres qui accompagnaient les maisons, les routes, etc. Voilà. Hein. Et aujourd'hui, l'effacement, je l'ai dit à certains d'entre vous ce matin, aujourd'hui, sur 20 hectares, on laboure au même moment et on cultive au même moment. Et à cet endroit-là, autrefois, il y avait une cinquantaine de parcelles différentes, peut-être plus, peut-être moins, selon les endroits. S'il y avait du maraîchage ou de l'agriculture, il y en avait plus. Et dans ces parcelles, les choses étaient différenciées dans le temps. C'est-à-dire que comme ces parcelles étaient cultivées différemment, eh bien, d'un côté, vous aviez la vigne de Monsieur Machin, à côté, vous aviez une jachère, à côté, vous aviez le pré ou le sainfoin pour donner du fourrage aux chevaux, etc. etc. Voilà. Et du coup, il y avait une très grande diversité de cultures ici, de céréales, de fourrage, de tout ce que vous voulez, de protéagineux, de tout ce qu'on voulait. Il y avait tout. Mais il y avait tout partout. Chaque ferme avait un peu de tout. Hein. Et du coup, alors c'est pas pour dire que ce modèle-là est idéal et qu'il faut y revenir, parce que quand même il y avait des inconvénients à ces choses-là. Mais aujourd'hui, la biodiversité, si elle s'en va, c'est parce que là où il se passait des milliers de choses sur 50 parcelles différentes, il ne se passe plus qu'une seule chose sur une seule parcelle. Voilà. Et donc pour la vie du sol, pour tout, c'est terrible. Voilà. C'est un peu... Voilà, du coup, tout ce qui va dans le sens de refaire des cultures vivrières autour des villes, sur des petites parcelles, avec des cultures qui n'emploient pas 40 traitements différents, les maraîchers. Voilà. Et du coup, voilà, c'est toute cette recherche de nouveaux équilibres en dehors du machinisme et de l'agro-industrie qu'on voit ici. On en est loin, hein, quand même. Ah ben oui, mais... Parce que les fermes deviennent de plus en plus grosses. Je sais bien, mais parce que le modèle agricole dit aux agriculteurs qu'il faut grossir. Et parce que nous, on est tout... Enfin, je pense que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une prise de conscience de tout ça qui est de plus en plus forte. Et vous avez vu, hein, pendant le Covid, les achats dans les marchés, dans les magasins bio, dans les magasins fermiers ont énormément augmenté. Et c'est parce qu'il y a une vraie envie. Alors, il n'y a pas toujours la capacité des gens à pouvoir avoir le temps d'aller chercher leurs légumes au marché et voir l'argent, parce que des fois, hélas, c'est complètement paradoxal. Mais si la pomme de terre nouvelle, autrefois, c'était vraiment le truc qu'on achetait à 30 centimes le kilo,
Aujourd'hui, vous savez combien ça vaut, c'est terrible. 30 centimes de francs, hein. Voilà. Hein, voilà. 3 euros. Et ben c'est fou parce que c'est plus facile presque de s'acheter une voiture que de... Ça ne va pas durer. Mais que de se nourrir bien. C'est incroyable, hein. Il y a quand même un mouvement de pas mal d'agriculteurs qui essaient de se mettre au bio. Et du coup, ça leur permet de revoir tout ça, de refaire une réflexion différente, quoi. Et aussi les associations de producteurs, directs producteurs, tout ça, il y a quand même un mouvement. C'est vrai que le Covid a accéléré ça. C'est vrai. Mais par ailleurs, là, moi, je vais souvent en Bretagne où on produit les choux-fleurs, les échalotes et tous ces trucs-là, les artichauts. Et j'ai rencontré quelqu'un qui mène une grosse 40 hectares en choux-fleurs, artichauts, échalotes bio, tout en bio. Et il dit qu'il va arrêter le bio parce qu'il ne peut plus payer la main-d'œuvre. Oui, et puis de toute façon, l'État a supprimé certaines subventions dans le bio. Alors tout est sous contrat. Ben, oui. Et par ailleurs, on a de faux discours qui disent que le bio augmente, etc. Mais c'est pas vrai, le bio est en grand danger aujourd'hui. Voilà. Parce que aussi, les agriculteurs qui se sont convertis au bio et qui devaient avoir des aides pour ça, et ben, 3 ans après, ils attendent toujours les aides. Moi, je pense qu'il n'y a que l'opinion publique et le comportement de nous en tant que consommateurs qui peut infléchir un peu la balance. C'est comme le colibri, hein, c'est Pierre Rabhi qui disait ça. Hein, chacun, faut pas se désespérer parce qu'on ne change pas le monde, hein, parce que c'est sûr que c'est pas nous tout seuls qui vont le changer. Mais par contre, faire sa part, c'est bien. Voilà. Merci. Est-ce que Ludovic, il y a quelque chose qui t'a frappé,